à tout le monde. Vous êtes aussi nombreux pour Thomas. Je m'appelle donc Iman. Je suis infirmière humanitaire et j'ai eu l'honneur, je le dis toujours comme ça, que j'ai eu l'honneur et le privilège de faire partie de la première mission humanitaire qui a pu aller à Gaza, et ça fait tout pile 1 an aujourd'hui, donc le 20 janvier de l'année dernière, comme infirmière d'urgence et de réanimation, et je suis donc l'un des nombreux témoins directs de l'innommable à Gaza. Je le répète et je le dirai chaque fois qu'on me donnera le micro pour pouvoir le dire, oui, c'est un génocide. Depuis qu'on revient, on n'hésite pas à le dire, puisque nous étions en avant-garde, donc on a pu le dire tout de suite que Gaza était bien ghettoisé, que Gaza était bien un camp d'extermination, que Gaza était bien un camp de concentration. Ceux qui arrivaient conscients, mais avec une balle dans la nuque, ou ceux qui arrivaient déjà morts pour être enregistrés, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, le seul point commun que tous les témoins directs, comme moi, ont, c'est que nous avons dû nous déshumaniser. Nous avons été obligés de nous déshumaniser dès le premier jour, parce qu'au début, vous vous dites que vous allez faire votre métier comme on vous l'a appris, c'est-à-dire mettre tous vos moyens en œuvre pour sauver des vies. Et en fait, très vite, vous vous rendez compte que non, vous ne pourrez pas faire votre métier normalement, vous allez devoir juste sélectionner. Et vous vous déshumanisez, vous ne cherchez plus à vous occuper du pire en premier, mais de celui qui a le plus de chances de survie. Et c'est ce qui sera le plus dur finalement à gérer, c'est de se dire oui, j'ai laissé des gens mourir parce qu'à 20 km de là où j'étais, les camions étaient bloqués. Pardon. Je vais juste rappeler très brièvement quelques chiffres et pas vous inonder avec. Plus de 1068 soignants tués. Donc quand vous êtes soignant à Gaza, vous avez 4 à 6 fois plus de chances de mourir. Une centaine de membres de la protection civile et des ambulanciers assassinés. Plus de 200 journalistes visés et tués. Donc là-bas, à Gaza, sauver la vie d'innocents, couvrir le génocide ou dire la vérité, c'est s'exposer à la mort directe. Que fait l'humanité ? Eh bien, elle a détourné le regard de l'éradication massive de cette population. Non, Gaza n'est pas une prison à ciel ouvert, elle est bien un ghetto, elle est bien un camp d'extermination, je le répète, elle est un camp de concentration. Alors évidemment, nous avons tous accueilli le cessez-le-feu avec beaucoup de joie. Donc, quand eux vous expliquent qu'ils sont soulagés d'enfin dormir sans bombe ni drone, moi je ne sentais pas le courage d'être un garde-fou et de ramener les pieds sur terre en disant oui, mais on sait qu'en face le cessez-le-feu c'est pas trop leur truc, qu'au Liban ils ne l'ont pas respecté, que le droit international n'est pas respecté. Donc je les laisse un peu peut-être dans le déni, puisque peut-être qu'aujourd'hui c'est tout ce qu'il leur reste. Donc nous savons parfaitement que le combat pour la libération du peuple palestinien ne fait que commencer, c'est aujourd'hui qu'il commence. Nous ferons tout, nous militants, pour une paix juste et durable, pour que ce peuple vive sur une terre palestinienne libre, décolonisée et indépendante. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup Iman, merci pour ton témoignage, merci de tout cœur, enfin on espère de tout cœur que tu pourras retourner à Gaza, passer cette fois pour pouvoir soigner mais aussi continuer à porter la voix des Palestiniens et des Palestiniennes. Je vais céder la parole à une autre personne qui a aussi su porter la voix des Palestiniens et des Palestiniennes à sa manière et j'imagine qu'ici on est tous fiers d'être représentés par ce député pour ça. Donc à toi Thomas, si c'est les aléas du direct. Mais généralement j'ai de la voix, donc ça devrait aller. D'abord, je voudrais évidemment remercier Iman d'être venue ce soir. C'était pour moi important qu'elle soit là, puisque elle ne l'a pas dit, mais j'ai eu la chance de la rencontrer quand je me suis rendu avec une délégation de parlementaires de toute la gauche à la frontière à Rafah pour dénoncer ce qui se passait dans la bande de Gaza. Et au retour, avant de prendre l'avion au Caire, on a pu échanger puisqu'elle sortait justement de la bande de Gaza pour porter une parole qui était absente
des médias français. C'était vraiment important que tu sois là ce soir pour moi et je te remercie encore une fois d'être présente à chaque fois qu'on te sollicite pour continuer à porter cette parole qui est importante. Évidemment, une cérémonie de vœux, c'est particulier. Je suis très heureux de vous retrouver toutes et toutes ici ce soir pour une année qui est une année au service de l'intérêt général et de la paix. J'en dirai évidemment un mot parce que la bataille va continuer et une année de lutte pour un autre modèle de société. Mais je voudrais d'abord remercier mon équipe, Radi, Sophie, Léa, Camille, Aziza, sans qui rien ne serait possible et qui m'accompagnent au quotidien. Et c'est pas toujours évident, y compris au regard des attaques et des pressions qu'on subit. Bravo. Je voudrais aussi dire merci aux militantes et aux militants qui ne comptent jamais leur temps et leur énergie au service des habitantes et des habitants de ce département, de cette circonscription et qui m'accompagnent très souvent dans les actions qu'on mène. Je l'ai évoqué dès le départ. Il était impossible pour moi de commencer ce soir sans un mot et une pensée pour le peuple palestinien. Après 15 mois de génocide à Gaza, enfin une lueur d'espoir avec un cessez-le-feu. J'ai ce soir une pensée pour ces milliers de Palestiniens qui, depuis des mois, vivaient sous les bombes, étaient affamés, massacrés, privés d'eau, d'électricité, d'accès aux soins. Et si derrière le soulagement, évidemment, de voir les otages libérés et de voir les prisonniers politiques palestiniens retrouver leur famille, nous avons tous, je crois, un sentiment de colère qui nous anime. Colère devant une situation que nous avons observée, quasiment en direct sur nos téléphones, chaque jour, pendant plus de 15 mois. 15 mois de visages de femmes, d'enfants, de soignants massacrés par des criminels de guerre. De l'ONU à Amnesty International, en passant par Médecins Sans Frontières et de nombreuses ONG, y compris israéliennes, toutes ont documenté l'évidence, tu l'as dit, un génocide est commis aujourd'hui à Gaza. Et un travail rendu possible par l'incroyable courage des journalistes palestiniens, qui ont au péril de leur vie. Et là aussi, j'ai une pensée à tous ceux qui sont morts sous les bombes israéliennes, qui n'ont eu de cesse de documenter les crimes de l'armée d'occupation. Je salue chaque Palestinien qui est resté debout pour que la Palestine continue à exister, pour que leur pays en reste un, pour que les Palestiniens ne disparaissent pas. Et je veux redire aussi ici ce soir avec force que nous n'oublierons jamais la complicité du gouvernement français et de la présidente de l'Assemblée nationale. Refus d'une minute de silence, refus d'un embargo sur les armes, refus de sanctions économiques et diplomatiques à destination d'Israël. Emmanuel Macron et son gouvernement ont fait honte à la France par une inaction complice et criminelle. Je veux aussi dire ma fierté, Mathilde Panot va nous rejoindre dans quelques minutes, de faire partie d'une organisation politique, la France Insoumise, qui n'a jamais cédé, n'a jamais renié ses convictions et n'a jamais fait aucune concession face à l'horreur subie par le peuple palestinien. Fierté aussi de n'avoir jamais lâché face aux insultes, aux calomnies, aux menaces et aux attaques judiciaires des promoteurs du génocide qui ont plateau télé ouvert en France. Toutes les semaines, nous avons alerté sur les cadavres qui s'amoncelaient et qui sont au bas mot désormais 65 000, selon le dernier article du Lancet. 65 000 morts, 100 000 blessés ou amputés. C'est un habitant sur 10 de la bande de Gaza qui est aujourd'hui victime de la répression israélienne. Après 15 mois d'horreur, les premières images qui nous arrivent aujourd'hui de la bande de Gaza témoignent de la désolation et des destructions commises par Israël. Gaza ne peut plus manger, ne peut plus se soigner, n'a plus de maison, n'a plus de famille. Au fur et à mesure que les accès vont se réouvrir, il faudra continuer à mener la bataille pour que la lumière soit faite sur l'ensemble des agissements et la complicité de Netanyahou et son gouvernement dans ces crimes contre l'humanité. Là aussi, Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur de la situation en refusant d'appliquer les mandats d'arrêt pris par la Cour pénale internationale, donnant un brevet d'immunité au criminel de guerre Netanyahou et à son soutien galant. Si l'arrêt des opérations militaires israéliennes et le cessez-le-feu qui vient d'être décrété était une urgence absolue, pour autant cela ne signifie pas la fin des souffrances du peuple palestinien. Si nous voulons construire un futur de paix pour les peuples palestiniens et israéliens, et c'est ce qui nous anime toutes et toutes ici, nous ne pouvons passer sous silence l'histoire. 75 ans que le peuple palestinien est sous le joug du colonialisme israélien. La bande de Gaza en est l'incarnation. Un territoire surpeuplé, soumis au massacre permanent. La Cisjordanie occupée, où la politique de colonisation à l'œuvre depuis les années 50 n'a eu de cesse de s'intensifier depuis un an. Et les violences des colons se sont multipliées à l'égard des Palestiniens, y compris depuis plusieurs jours. Minute après minute, heure par heure, les Palestiniens perdent toujours plus de terre. Il est temps d'arrêter ce rêve de puissance impériale israélienne, stopper la colonisation de peuplement, qui est la forme la plus avancée du colonialisme. Nous devons aussi exiger le respect plein et entier des droits du peuple palestinien, sans fin de la colonisation, et le départ intégral de la totalité des colons israéliens des territoires occupés
et du retour des réfugiés, sans fin des politiques d'apartheid, sans le retour aux frontières de 1947 et sans reconnaissance de l'État de Palestine, il n'y aura pas de paix possible dans la région. À toutes celles et ceux qui nous salissent, je veux leur dire qu'en 2025, plus que jamais, nous serons mobilisés sur la question palestinienne au nom des valeurs issues de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Pour nous, cela ne dépend ni de la couleur de peau, ni de la religion, ni de l'endroit où on réside dans le monde. Il n'y a pas chez nous de géométrie variable sur nos engagements humanistes. Nous serons de toutes les luttes décoloniales en Palestine et ailleurs. Et comme le disait Frantz Fanon, la colonisation est une négation systématique de l'autre, une décision forcenée de refuser à l'autre tout attribut de l'humanité. C'est ce qu'il nous faut déjouer. La perspective politique crédible, c'est d'abord et avant tout d'ancrer dans le droit l'existence de la Palestine comme une nation et des Palestiniens comme peuple. C'est le combat que nous mènerons en 2025 aux côtés de toutes celles et ceux qui se mobilisent depuis maintenant des années pour que le peuple palestinien puisse vivre librement sur ses terres. En France, l'année 2024 a commencé comme elle s'est terminée, avec un changement de Premier ministre. 4 premiers ministres en un an. Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier et François Bayrou. 4 noms pour une même politique. Austérité budgétaire, obsession sécuritaire et dérive identitaire. Leur seul projet pour le pays, du sang et des larmes pour les peuples, des discriminations pour une partie de la population et un tapis rouge déroulé aux ultra-riches. Une politique qui a été balayée dans les urnes à 4 reprises. Lors des élections européennes, 2 fois lors des élections législatives et lors de la censure du gouvernement de Michel Barnier. Une première depuis des dizaines d'années dans le pays, largement passée sous silence. Pour le 4e nouveau gouvernement Macron en un an, le vieux monde politicien tente un ultime recyclage. De Bayrou, dernier soldat macroniste radicalisé, au ministre de l'Intérieur et ses propos racistes Bruno Retailleau, en passant par Manuel Valls, un homme politique dégagé des élections en France et en Espagne, à Gérald Darmanin, ministre des violences policières, et à Elisabeth Borne, Madame 49.3 qui a imposé au forceps une réponse des retraites dont personne ne voulait. Ce gouvernement incarne tout ce que le peuple français déteste. Les premiers pas de ce gouvernement, qui seront bientôt les derniers, sont à l'image d'Emmanuel Macron, méprisant, insultant et arrogant. Alors que Mayotte compte ses morts suite au passage du cyclone Chinon, François Bayrou préférait assister au conseil municipal de Pau, plutôt que d'assister à la cellule de crise. Et Elisabeth Borne se rendait à Mayotte et tournait le dos à des enseignants qui réclamaient l'aide de l'État. Je veux aussi exprimer ce soir en notre nom, à toutes et à tous, notre soutien et nos pensées au peuple mahorais. Ce drame met en lumière les défaillances structurelles dont souffre l'île depuis trop longtemps. Mayotte, souvent oubliée des politiques publiques, mérite bien plus qu'un traitement d'urgence. Elle doit bénéficier d'un plan d'action ambitieux et durable pour garantir des infrastructures solides, des services publics performants et une réelle résilience face aux catastrophes. C'est ce que nous allons mener comme bataille dans l'Assemblée avec la loi d'urgence pour Mayotte qui commence à être débattue ce soir. Et que dire des attaques en règle contre l'Algérie, organisées par Bruno Retailleau, homme qui parle de régression vers les origines ethniques au moment de l'assassinat de Naël par des policiers, qui appelle aujourd'hui à supprimer l'AME et rêve de réhabiliter la colonisation. Avec l'Algérie, comme d'autres pays d'Afrique, le renoncement à toute posture de domination néocoloniale est la base de toute relation équilibrée, c'est-à-dire égalitaire et respectueuse de chacune et chacun. Vous voyez la composition du gouvernement, sans même évoquer le discours de politique générale de François Bayrou, aurait mérité la censure. Non simplement au nom de la composition du gouvernement. Pourtant, après plusieurs semaines de spectacles médiatiques pathétiques, allant de réunion en réunion, de point de presse en point de presse, jusqu'au bout de la nuit, tentant de faire croire qu'il y avait quelque chose à négocier avec des gens qui n'ont rien en commun avec nous, qui défendent un projet de société pour servir une partie de la population. Certains ont fait le choix d'avoir les lumières des médias plutôt que de respecter les engagements sur lesquels nous avons été élus. Le tout agrémenté du fameux être raisonnable, insultant au passage copieusement la France insoumise. Mais être raisonnable, pourquoi faire? Service d'assurance vie à la Macronie en mort cérébrale, ça ne sera jamais sans nous. Permettre la continuité d'une réforme des retraites qui offre comme seul horizon la mort au travail ou la retraite à l'hôpital, ça ne sera jamais avec nous. Nous, insoumis, n'avons qu'une seule boussole politique, le programme. Ni suspension, ni gel, mais une abrogation totale d'une réforme rejetée par l'ensemble de l'intersyndicale et du peuple français. En ne censurant pas le gouvernement, et je le regrette, le Parti socialiste a refusé de se joindre au reste du nouveau Front populaire, se plaçant dans une position de soutien au gouvernement d'Emmanuel Macron. Je veux ici dire merci aux camarades communistes et écologistes qui ont fait le choix de voter cette censure, et aux 8 députés socialistes,
dont ma collègue du 93, Fatia Keloachi, qui, fidèle à nos engagements devant les électrices et les électeurs, a elle aussi voté la censure. Pour notre part, nous continuerons avec nos camarades à censurer le gouvernement jusqu'à son inévitable chute. Nous sommes là dans notre rôle, celui de porter la voix du peuple au sein de l'Assemblée nationale et respecter le programme qui nous a fait élire. Nous vous avons entendu, nous savons que les Français veulent voir dégager Emmanuel Macron. Il est temps que le président de la République sorte du déni pathologique de la victoire de la gauche aux dernières élections législatives et reconnaisse sa défaite. En France, dans le pays de la Révolution de 1789, il n'y a ni roi, ni droit de veto populaire. Et nos mots d'ordre sont clairs depuis plusieurs mois. C'est la censure pour Barnier, la censure pour Bayrou et la démission d'Emmanuel Macron. Le problème se situe au niveau de l'Élysée et le président de la République doit partir et nous mènerons campagne pour l'obliger à partir avant la fin de son mandat. Je crois aussi qu'il est important de rappeler ce que nous avons fait ici lors des dernières élections législatives et que cela nous donne raison sur le projet politique. Dans la circonscription, nous avons réuni quasiment plus de 30 000 voix au second tour, plus de 70% des suffrages. Et je profite encore une fois de ce moment pour saluer toutes les militantes et les militants qui ont jeté leur énergie, ont participé à cette bataille et ont fait que ce score soit de si haut niveau. C'est une victoire sans appel. Et je suis fier que le travail réalisé ici, depuis que j'ai été élu en 2022, continue de porter ses fruits. Les sujets sont nombreux dans la circonscription. Santé, éducation, logement, transport. Il est temps d'en finir avec les politiques publiques qui font des habitants de Seine-Saint-Denis des citoyens de seconde zone. Je ne vais pas ici dresser la liste de toutes les batailles à mener, juste en évoquer quelques-unes, autour de quelques thèmes importants. La santé d'abord, évidemment, une préoccupation majeure. En Seine-Saint-Denis, on compte 50 médecins pour 100 000 habitants. C'est quasiment 40% de moins que la moyenne nationale. Si on prend la ville de Neuilly-sur-Marne, c'est 37 000 habitants pour 16 médecins généralistes. Là aussi, le budget de François Bayrou, c'est moins de lits à l'hôpital, moins de soignants, moins de médecins. Voilà pourquoi nous avons eu raison aussi de le censurer. Et je continuerai à me battre aux côtés des syndicats et des personnels soignants, et je pense à ceux de Ville-Évrard qui sont aujourd'hui mobilisés pour éviter des déplacements de sites, nous battre pour refuser que l'accès à la santé soit constamment entravé par celles et ceux qui en ont le plus besoin. Autre sujet de préoccupation, l'école publique. Dans notre département, un enfant perd en moyenne 1 an sur l'ensemble de sa scolarité, suite au manque d'enseignants ou au non-remplacement par rapport aux autres élèves des autres départements de France. Nous avons besoin de plus de moyens humains et financiers, comme ne cessent de le rappeler les membres de la communauté éducative, mobilisés depuis plus d'1 an pour un plan d'urgence en Seine-Saint-Denis. J'ai eu le plaisir de mener bataille à leur côté, de leur apporter mon soutien et de rencontrer de nouveaux camarades de lutte, dont certains sont peut-être présents ce soir parmi nous, notamment les enseignants du collège Georges Braque qui étaient en pointe dans la mobilisation en Seine-Saint-Denis. Là aussi, l'école publique n'a pas besoin des polémiques racistes, comme la chasse aux abayas, ou des attaques contre le voile à l'université pour les accompagnatrices scolaires, mais d'un enseignant devant chaque classe. L'école publique n'a pas besoin d'un uniforme à l'école, comme l'a imposé le maire de Neuilly-sur-Marne, mais d'une cantine et des fournitures 100% gratuites. L'école publique n'a pas besoin de caméras de vidéosurveillance ni de brigades régionales de sécurité comme le promeut Valérie Pécresse, mais de plus de personnel pour encadrer les temps de repas à la cantine. J'en profite aussi pour saluer la mobilisation exemplaire des agents de la ville de Noisy-le-Grand et de Gournay-sur-Marne pour assurer un accueil digne, avoir un meilleur salaire et un meilleur taux d'encadrement pour les enfants de la ville. Enfin, le logement, qui est une condition indispensable d'une vie digne et un élément à partir duquel on peut se projeter dans l'ensemble des dimensions de la vie. C'est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Ici, en Seine-Saint-Denis, il ne passe pas un jour sans que je sois interpellé ou mes équipes soient interpellées sur des problèmes de logement. Alors que les températures sont en chute libre, 1 personne sur 3 dit aujourd'hui souffrir de froid à son domicile. Dans notre département, près de la moitié des annonces de logements disponibles ne sont pas conformes à la loi relative à l'encadrement des loyers. Explosion des factures d'électricité et de gaz, hausse des loyers, manque de logements sociaux et multiplication des pannes d'ascenseurs ou de chauffage, la situation de milliers de personnes en souffrance est absolument inacceptable. Les politiques des villes, comme celles du gouvernement en matière de logements sociaux, est honteusement insuffisante. J'adresse mes vœux tout particuliers à chacune des personnes que nous avons pu soutenir dans la démarche et leur assurer que nous continuerons à être à leur côté pour avoir accès à un logement digne. Nous ne lâcherons rien sur cette bataille qui impacte le quotidien de dizaines de milliers de personnes. Et enfin, comment ne pas évoquer un combat qui m'est cher, la lutte contre l'extrême droite. Les dernières élections législatives, nous devons aussi noter, et c'est la première fois, en Seine-Saint-Denis,
qu'un candidat arrive au second tour pour représenter l'extrême droite. À l'image de son expansion territoriale, cette ascension est fulgurante, mais elle est irrésistible. Rien n'est inéluctable, contrairement à ce que vont nous faire croire. Aux États-Unis, l'international fasciste a retrouvé l'un de ses meilleurs porte-parole en la personne de Donald Trump. Les Américains ont vu les démocrates s'effondrer, non pas parce qu'il y avait quelqu'un qui manipulait Twitter, même si ça pose souci, mais parce que Kamala Harris n'a pas fait de campagne politique à gauche, parce qu'elle n'a pas pris position sur les génocides en cours à Gaza, parce qu'elle n'a pas parlé de la hausse des salaires, parce qu'elle n'a pas parlé d'accès au logement, parce qu'elle a essayé de mener une campagne de droite et au centre, elle a été battue par Donald Trump. En Europe aussi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pactisé avec une alliance plus à droite que jamais, pour renforcer le fascisme partout où la gauche se compromettait, de l'Allemagne à la Belgique en passant par la Hongrie et l'Espagne. Partout ici, comme dans le reste de l'Europe, notre gauche de rupture est la seule à tenir tête, parce qu'elle est crédible, parce qu'elle ne lâche jamais rien sur les valeurs et qu'elle propose une alternative à l'extrême droite fasciste. Dans cette séquence, le Rassemblement national nous montre aussi ses failles. Ce parti raciste, fondé par des SS et des collaborateurs, dont le dirigeant historique est décédé et dont personne ne pleure, ici, dans notre département, est focalisé sur une seule et unique obsession, l'immigration, la haine des étrangers, la division du peuple français. Notre programme est clair. Pour répondre à l'urgence sociale et écologique, il faut les désavouer, combattre pied après, argument par argument, et opposer des valeurs de solidarité, d'égalité et de justice sociale. La meilleure réponse à apporter à l'extrême droite, c'est de continuer à unir le peuple français sur des valeurs d'avenir, des valeurs d'égalité et de justice sociale. Et enfin, à toutes celles et ceux qui pensent que la France est un pays d'extrême droite, non, certaines chaînes sont aujourd'hui au service de l'extrême droite. Certains dirigeants politiques sont au service de l'extrême droite. Certains éditorialistes et journalistes passent leur journée à développer les idées d'extrême droite. Mais les Françaises et les Français sont venus largement aux urnes lors des élections législatives pour dire qu'il ne fallait pas donner le pouvoir ni à Marine Le Pen, ni à Jordan Bardella. Un dernier mot. Dans les prochaines semaines, une nouvelle occasion d'affirmer notre programme politique, nos valeurs et de gagner des batailles. Ce sont évidemment les élections municipales. C'est important pour nous d'être mobilisés et de continuer à porter les préoccupations des habitantes et des habitants. Nous sommes dans un pays où la pauvreté terrasse des millions de gens. Un Français sur 3 peine à se nourrir. Un Français sur 3 saute des repas pour pouvoir donner à manger à ses enfants. Dans le dernier discours de politique générale de François Bayrou que j'évoquais tout à l'heure, pas un mot, pas une seule fois le mot pauvreté. La crise climatique embrase nos forêts, assèche nos lacs et inonde nos maisons. Le cyclone Chido a pris la vie de dizaines de personnes, de territoires et de cœurs. Pas un mot du Premier ministre sur la question climatique. Le gouvernement préfère accuser l'immigration au lieu d'engager la transition. Je dénonce le silence obscène du gouvernement sur le génocide en République démocratique du Congo, qui est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour nous, l'horizon politique est clair. La France insoumise proposera des candidatures d'alternatives dans toutes les villes de France, du département et de la circonscription. Par endroits, elle le fera avec ses alliés du nouveau Front populaire, à la condition non négociable que nous soyons alignés sur les mots d'ordre du programme du nouveau Front populaire. Abrogation de la réforme des retraites, augmentation des minima sociaux et du SMIC, soutien aux services publics, transition environnementale, taxation des plus riches. Je ne vais pas vous faire ici la liste, vous la connaissez. Une chose est sûre, nous ne nous compromettons pas avec celles et ceux qui s'enfoncent aujourd'hui dans leur fauteuil de velours rouge dès qu'il est question de défendre le peuple. Nous continuerons à dire qu'il faut en finir avec les violences policières et le racisme systémique qui gangrène la police dans ce pays. Nous continuerons à dire qu'il faut des listes à l'image de nos villes et que celles et ceux qui sont la richesse de notre territoire doivent être représentés et élus. Nous continuerons à dire qu'il faut plus de services publics, plus de moyens pour les écoles, l'hôpital, pour la santé, pour le transport. Et nous continuons à dire que les politiques municipales doivent être au service des habitants. Et je dis bien de tous les habitants, pas simplement de quelques quartiers. Ainsi, dans chaque ville de la circonscription, il faut se mettre déjà en ordre de bataille. Nous avons partout des femmes et des hommes engagés qui sauront porter des combats. Ils sont nombreux. Ils sont importants. Ils sont mobilisés. J'ai évidemment une pensée pour ma suppléante Aziza, qui mène depuis des années un travail incroyable à Neuilly-sur-Marne et qui incarne l'avenir de ce que nous appelons avec Jean-Luc Mélenchon la Nouvelle France. La première des campagnes commence aujourd'hui. C'est celle pour l'inscription sur les listes électorales. Nous avons déjà mené cette bataille lors des élections présidentielles et européennes. Il faut continuer, tractage porte à porte, permanence mobile. Chaque inscription de plus est un pas vers la victoire pour changer les choses. Car celles et ceux qui aujourd'hui ne votent pas ou ne sont pas inscrits sont oubliés des politiques publiques. Il faut leur permettre de prendre en main leur destin.
Nous avons donné en 2025 un mot d'ordre, celui de mettre au rencard l'ordre social et racial existant. Je suis fier de pouvoir compter sur vous par les temps qui arrivent. Pour chacune des épreuves qui attendent 2025, je fais mien les mots de Miska Manouchian, l'antifasciste immigré qui lui aussi a fait l'histoire de France, en disant ces mots forts. Le combat pour la dignité d'un homme et le combat pour la dignité de tous les hommes. Je vous souhaite une excellente année 2025, santé, bonheur, de nombreuses victoires et ensemble nous continuons les batailles. Merci.